Christian, je te propose, on attend peut-être 2 minutes avant qu'on commence pour que les personnes ont tous le temps d'arriver. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, en effet, on va attendre quelques minutes pour que la réunion soit plus complète. Je vois que pas tout le monde est là. Et donc, je propose qu'en 3 minutes, top chrono, on démarre. Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Comment rédiger un questionnaire QVT. Donc, je me présente, je m'appelle Christian Gudima, je suis cofondateur et CEO de ID3. ID3 est un outil qui permet de mesurer et améliorer la qualité de vie au travail dans les entreprises, avec un outil d'enquête notamment, qui permet donc du coup de faire des sondages avec des questionnaires, des questionnaires QVT prêts à l'emploi. Voilà, et c'est ça qui fait que nous avons une grande expertise là-dessus. Et donc, Thomas, mon collègue qui est avec nous, va donc vous expliquer en détail donc, comment structurer un questionnaire QVT. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment trouver les sujets en fait, pour construire un questionnaire QVT. La troisième étape, ce sont les règles de formulation d'un questionnaire QVT. Et la quatrième étape, ce sont les types de questions et réponses qu'on peut choisir. C'est un petit peu plus technique parce qu'en fait, on peut avoir des réponses qui sont plutôt oui/non. On peut avoir des réponses avec des nuances, en fait, donc avec une note. On peut avoir des réponses qui sont strictement faites pour avoir un sondage, en fait, donc qui n'ont pas de note derrière. Voilà, donc il y a plusieurs types de réponses ou des questions possibles. Et on va finir sur une séance de questions-réponses et on va vous mettre à disposition quelques liens et quelques outils en fait qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet pour créer un questionnaire QVT. Voilà, donc bienvenue à tous, merci d'être là. Bonjour Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Thomas Rom. Je suis directeur des opérations chez ID3. J'ai construit pas mal de questionnaires avec l'aide des coachs en entreprise. J'ai construit pas mal de questionnaires déjà pour nos clients. Donc, j'ai vu un peu tout et voilà. Ça peut être très rapide, ça peut être très long. Et donc, j'ai un peu noté ici pour cette questionnaire, pour cette webinaire, pardon. J'aimerais bien partager un peu comment nous on construit des questionnaires de façon rapide et efficace. Voilà. Je vais partager mon écran vite fait, si c'est OK. Je ne sais pas si ça fonctionne tout de suite. Non, pas Tout ça. à fait, ça marche, Thomas. Donc, moi, je Ouais, vois ton écran. voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez, voilà. Donc, alors pour avancer, ce qu'on a dit. Voilà, alors, première étape, comment structurer un questionnaire. Deuxième, comme Chris l'a déjà dit, comment trouver les sujets. Troisième, les règles et la formulation et quel type de questions et réponses à choisir. Donc, je vais commencer avec la première étape directement. Bon, un questionnaire, déjà, il y a quelques règles de base. Ça va, pour les collaborateurs, ça ne doit pas durer plus que 5, 10, 15 minutes max, parce qu'il faut partir de l'idée. Les salariés, ils ont normalement autre chose à faire, ils ont à travailler. Et si ça dure trop longtemps, ils vont décrocher et vous allez pas avoir des résultats. Donc, c'est important de se forcer, de faire un peu court, ne pas poser toutes les questions qu'on peut imaginer, mais être concise. Donc, moi, j'ai dit 15 minutes maximum, c'est le maximum. Quelquefois, on va chez les médecins au travail, c'est des questionnaires très très longues avec des questions qui sont formulées de façon très compliquée, qui durent très longtemps, qui sont sûrement scientifiques. Mais pour un collaborateur, c'est vraiment une torture. Et il faut garder en tête, si vous avez 400 collaborateurs et 400 collaborateurs passent une demi-heure, ça fait beaucoup de temps quand même en tout. Donc, alors, première chose, alors, chez ID3, où on a remarqué le plus important, c'est structurer le questionnaire par axe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, il y a des personnes qui appellent ça des dimensions, mais en gros, on peut grouper des sujets qu'on veut sonder par des axes. Ça nous permet juste derrière, ça nous permet de mieux comprendre, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est vraiment une vision 360? Si on fait question par question, un peu en vrac, justement déjà pour le salarié qui participe à un questionnaire, c'est compliqué et derrière, c'est très difficile à exploiter parce que justement, il manque la structure. Donc ici, j'ai mis un exemple, comment chez Editrice ça fonctionne. En gros, l'idée, c'est juste, vous avez là, c'est différentes couleurs, mais ça montre juste les différents axes et ça permet déjà une lecture plus facile et on voit que les questions sont assez équilibrées en nombre. Et si on structure par axe, ça va vous permettre de voir si c'est déséquilibré, par exemple. Une deuxième chose, c'est les sujets. Ça veut dire un axe, un axe ou une dimension, c'est un cumul, c'est plusieurs sujets qui sont groupés ensemble. Et un sujet, ça serait ici, par exemple, l'utilité, le sens du travail, la pénibilité, l'entraide. En gros, la deuxième chose, en structure par sujet. Et un sujet, c'est quoi? Un sujet, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, en tant que DRH, quelque chose qui m'intéresse, que je veux comprendre. Et pour comprendre un sujet, je peux poser derrière plusieurs questions. Mais tout ça, ça reste dans un sujet. Donc, un sujet, par exemple, c'est l'accompagnement par mon manager ou l'entraide dans l'équipe. Euh, alors, on passe déjà au prochain slide. Deuxième structure que je conseille à appliquer, c'est ce qu'on appelle le quanti et le quali, ça veut dire quantifier et qualifier. Euh, alors, première chose, en général, je conseille d'appliquer sur un sujet 2 questions au minimum. La première, c'est plus pour comprendre est-ce que sur ce sujet-là, par exemple l'accompagnement par mon manager, sur ce sujet, est-ce que ça va ou ça ne va pas, tout simplement. Et après, une fois, il y a des personnes qui disent non, ça ne va pas. Derrière, c'est ce que j'appelle les qualitatifs, pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Parce qu'en fait, il faut imaginer, déjà, si vous savez qu'il y a un sujet qui n'est pas très bien noté, c'est bien, mais pour construire un plan d'action derrière, il faut vraiment comprendre les raisons du mal-être sur ce sujet. Donc,
Première question, est-ce que ça va pas? Deuxième question, si ça ne va pas, c'est une condition. Si ça ne va pas, on peut toujours creuser derrière avec des QCM pour trouver, voilà, pour comprendre mieux. Parce que ça va vous permettre derrière de faire directement un plan d'action, par exemple par équipe ou sur le sujet. Donc, voilà. Donc, Hem, je me permets de faire un petit résumé. Donc, on peut structurer notamment un questionnaire donc par axe ou par catégorie. Chaque catégorie a plusieurs sujets qui sont soumis à cette catégorie. Ces sujets permettent en fait de poser des questions pour sonder concrètement sur le sujet en soi. Et en fait, ces questions sont quantitatives et qualitatives à la fois. Ça veut dire qu'on peut comprendre, par exemple, que la communication dans l'équipe marketing ne fonctionne pas bien. Et en fait, l'aspect qualitatif de la question va permettre de comprendre pourquoi euh, ça ne fonctionne pas bien, pourquoi la communication dans l'équipe marketing ne fonctionne pas bien. Voilà. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on passe au sujet d'après, donc notamment comment trouver les sujets. C'est ça la question prochaine qu'on se pose. Par où on commence, en fait, quand on souhaite mettre en place un questionnaire? Quelles sont les actions à faire, à mettre en place avec ses collaborateurs? Est-ce qu'il y a une équipe de travail? Voilà, comment on les structure, comment on corrige, comment on formule. Donc, tout ça, ce sont des questions qui peuvent intéresser. Donc, Thomas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les sujets? oui, bien sûr. Merci, merci pour le récap. Alors, le 2G, comment trouver les thèmes, les sujets, on peut l'appeler comme on veut. La première partie, c'était un peu technique, mais c'est important de ce qu'on appelle la structure, l'architecture, c'est important pour ne pas se perdre dans le questionnaire. Maintenant, on rentre vraiment dedans. Beaucoup de gens posent toujours la question, mais comment je trouve les sujets? En fait, alors, il y a plusieurs méthodes de le faire. Je vais commencer par la première, brainstormer. Tout simplement brainstormer. Soit on est plusieurs, soit on est seul. En fait, la règle pour brainstormer, il y a plusieurs règles. Il faut juste noter les sujets qu'on a envie de trouver, qui viennent à l'esprit naturellement. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas formuler, ça c'est très très important. Si on brainstorm, il ne faut pas formuler les questions. Il faut juste trouver des sujets. Et un sujet, ça peut être une phrase en ce moment-là. Il faut vraiment, c'est pas du tout important là de rentrer dans la formulation. Est-ce que c'est une question ou juste une phrase? Je peux noter, je veux savoir si les salariés sont satisfaits de leur rémunération. C'est possible. C'est vraiment juste pour vous. Donc, brainstormer, notez tout en vrac, comment ça monte, idée, question. Ça va juste, on va perdre beaucoup de temps si on commence parce qu'on rentre tout de suite dans la formulation. Donc, juste des phrases, des sujets et en vrac. Et alors, il y a une méthode pour faire ça, c'est la deuxième partie ici, la Critical Incident Method. C'est une méthode américaine qui fonctionne très très bien. C'est juste pour structurer un peu le brainstorming. On a naturellement des choses qui viennent en tête, mais on peut, avec cette méthode, on peut structurer mieux sa création de questionnaire. En fait, ça veut dire quoi? Critical incident, ça veut dire l'incident critique. Et en gros, ça veut dire, je pense à une concrète ma carrière que j'ai eue, par exemple, un manager, et je note, par exemple, si c'est un manager qui n'était pas bien, je note tout ce qui n'était pas bien chez lui. Et là, je me rappelle. Donc, c'est un avantage si on a un peu de carrière déjà, parce qu'on peut vraiment, c'est des situations qu'on a vécues ou qu'on a ailleurs. Donc, après, je peux faire ça de la même manière d'un manager exceptionnel que j'ai eu. Je note tout si j'ai eu un super manager, je note tout ce qui était bien chez lui. Je note. Je peux faire la même chose sur les collègues. Ça veut dire, j'ai été dans une équipe où ça s'est super bien passé et je note pourquoi ça s'est bien passé. Est-ce qu'on a une bonne ambiance? Il y avait de l'entraide, on s'est aidé même il y avait l'apprentissage, on a partagé le savoir-faire. Peut-être il y avait des after-work. Donc, je note toutes les raisons qui étaient bien dans cette équipe. Et la même chose, si c'était une équipe où ça ne s'est pas bien passé, je note tout ce qui s'est pas bien passé. Et la même chose pour des situations.
un peu abstrait. Ça veut dire sur un travail que je fais, je n'ai pas aimé un travail que je fais. Pourquoi je n'ai pas aimé ce travail? Est-ce que c'était lié au matériel? Est-ce que c'était lié plutôt au job, que je ne trouvais pas intéressant le job, ou il n'était pas challengeant, ou je trouvais que mais je n'ai pas les compétences pour faire ce job. Donc, vous pouvez trouver des incidents positifs et négatifs sur les managers, les situations et les collègues que vous avez vécu dans votre carrière. Et ça, vous allez voir, ça va vous donner tout un bouquet des sujets, des questions, des clés, des mots-clés, et ça va déjà construire une grande partie. Après, chez ID3, on a aussi des questionnaires qui sont gratuits, accès. Vous pouvez aller sur le site web ID3, donc c'est id-tree comme l'arbre, tree.com. Et là, si vous faites essai gratuit, vous rentrez dans l'appli gratuitement, et dans l'appli, vous pouvez télécharger plusieurs questionnaires qui sont validés préconisés par l'ANAC, TELI, NRS, et qui ont fait l'épreuve chez d'autres clients. Donc ça va aussi des sujets. Là, vous pouvez vraiment piocher dedans, trouver des idées. Ça va vous donner déjà une grande idée. Alors, la troisième méthode, une fois on a fait notre brainstorming, vraiment j'insiste, c'est en vrac, c'est dans un fichier Word, vous notez tous les mots, vous pouvez commencer à trier. Moi, je fais ça tout bêtement, j'imprime le Word et je coupe avec des ciseaux tous les sujets, et après je trie sur une table et j'essaie de trouver des axes, oui, justement des pôles. Chez ID3, on a 4 axes, 5 axes qu'on utilise souvent. Donc, je vais vous donner parce que en général, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, ça va vous aider à structurer un petit peu. Par exemple, la relation du collaborateur avec son manager. Donc, ça, c'est un premier axe, relation manager. Il y a un deuxième axe, la relation du collaborateur avec ses collègues, donc avec son équipe. Après, troisième axe, la relation avec le travail qu'il fait, ça veut dire avec le job qu'il fait. Est-ce qu'il aime son job? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que c'est contre ses valeurs ou pas? Euh, Aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup cet axe est un peu changé. Il s'appelle souvent l'axe, la relation au télétravail. Parce que dans le télétravail, il y a d'autres sujets qui sont venus, qui sont les bureaux. J'ai l'espace pour travailler. Est-ce que j'ai un espace ergonomique? Est-ce que je suis tranquille ou les enfants me perturbent? On a souvent un quatrième axe qu'on appelle chez nous la relation à soi. En gros, ça veut juste dire, c'est des choses que l'entreprise ne peut pas influencer. C'est des choses très personnelles, comme par exemple ma motivation. Souvent, c'est inné, la motivation. Soit je suis quelqu'un qui est motivé pour travailler, soit je ne suis pas. Ou ça peut être mon seuil de stress. Chacun a un seuil de stress différent. Et donc, mais ça vaut le coup de côté entreprise, vous pouvez peut-être pas faire quelque chose, mais c'est intéressant d'évaluer cette partie personnelle parce que chacun réagit différemment sur son travail. Donc ça, c'est les axes qu'on utilise. Après, vous pouvez inventer. Le plus important, c'est que vous structurez tous vos sujets par 4, 5, 6, 7 axes, pas plus. Voilà. Après, une fois on a fait ça, tout simplement, une fois que vous avez structuré, vous allez voir ce que je vous avais montré dans ID3, là, le graphe. Vous allez voir si vous avez un déséquilibre. Par exemple, si vous avez 10 questions sur un axe et juste une seule question sur un autre axe. Donc là, c'est déséquilibré. Donc, il faut un peu réfléchir. Ça veut dire vous avez sûrement oublié des choses. Donc, recreuser, demander des collègues pour à peu près équilibrer le nombre de questions. Et voilà, ajouter si c'est nécessaire. Et c'est quand on a fait ça qu'on commence à formuler des questions. Voilà. Chris, tu voulais faire un Tout à petit fait. Donc, résumé? je résume. Donc, on commence souvent par un brainstorming. Donc, on écrit les idées un petit peu en vrac sur une table. Comment on fait le brainstorming? Donc, la Critical Incident Method peut nous aider parce qu'en fait, on va réfléchir, on va se mettre en situation, dans des situations où on était vraiment dans un cadre d'une équipe où il y avait des choses qui se sont très bien passées ou très mal passées. Et on va essayer d'analyser ces situations qu'on a vécues par le passé, en effet, donc, pour créer des questions qui sont liées à un vrai
cas, donc à une vraie mise en situation, en effet. Exact, oui. On va structurer, en fait, après tous les sujets qu'on a pu trouver, on va les structurer par axe. Donc, il peut y avoir plusieurs axes. Donc, on peut mesurer, par exemple, plusieurs types de relations. Donc, la relation des collaborateurs au management, à l'entreprise ou à l'organisation, à son travail en soi, à soi-même, aux collègues, etc., qui va faire que, en fait, tous ces sujets qu'on aura trouvés, on peut les caser en fait dans une catégorie. Voilà. Après, on corrige, on équilibre, on ajuste ces catégories pour qu'elles soient plus ou moins équilibrées. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas une catégorie, il y a une seule question et d'autres où il y en a 20. Voilà. Et après, on commence clairement à formuler des questions. Et en fait, ici, c'est le sujet qui va être très intéressant. Donc, comment on formule une question, comment on évite des doubles questions, comment on évite de faire des questions biaisées, c'est Thomas donc, qui va nous expliquer ça plus en détail. Oui, merci Chris. Alors, exactement. Donc là, on part de l'idée, on a trouvé nos sujets. C'est que des mots ou des phrases un peu en vrac, mais qu'on a structurées par axe. Et là, on rentre dans la formulation. Là, ça va prendre un peu de temps pour formuler. Et en général, si on partage la création de questionnaire dans un groupe de travail, c'est là où tout le monde saute sur le sujet. Euh, parce que c'est tellement, comment dire, tout le monde aime bien formuler et après, il y a un petit danger qu'on passe beaucoup trop de temps sur un virgule ou pas de virgule. C'est pour ça que c'est important que vous avez fait le travail avant de structurer bien votre démarche. Euh, alors, je vais juste enchaîner les différentes règles qui existent. En fait, les questionnaires, c'est un sujet qui est pas mal traité, pareil, par les psychologues américains depuis les années 80, où ça a commencé, les questionnaires qualité de vie au travail ont commencé à arriver aux États-Unis pour un peu combattre le turnover dans les entreprises et augmenter la performance. Donc, depuis les années 2000, il y a pas mal de règles qui se sont cristallisées, qui sont sorties juste, c'est des règles qui étaient empiriquement trouvées. Voilà. Alors, la première chose, c'est très, très important. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'expliquer ça. C'est éviter de deviner. En fait. On a souvent le réflexe de deviner quelqu'un. Ça veut dire concrètement. Éviter de deviner. Pardon? Éviter de deviner. De deviner. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit devenir. Ah, de deviner, pardon, oui. Donc, il ne faut pas deviner. Par exemple, si je dis concrètement l'exemple, mon manager m'accompagne bien. Là, je devine rien parce que c'est mon avis et ça concerne moi. Je sais s'il m'accompagne bien ou moi ou pas. Une autre personne va trouver ça différemment. C'est absolument subjectif. Il n'y a aucun problème que c'est subjectif, mais c'est moi qui sais ce qui se passe. Après, je ne peux pas répondre à la question. Mon manager me fait confiance. Pour la simple raison, pour le savoir, je dois deviner. Et en fait, concrètement, on ne peut pas se mettre dans la tête d'une autre personne. Donc, c'est très dangereux si on commence à questionner des choses comme ça. La personne va deviner, elle va se mettre dans la tête d'une personne, sauf qu'on ne connaît pas du tout le contexte. C'est très, très dangereux. Donc, évitez de poser des questions que la personne va imaginer ou deviner ou anticiper. Posez des questions sur des faits, pardon, et sur ce que c'est la personne ou ce que voit la personne. Cette question, mon manager m'a fait confiance, je peux la trouver, mais la formulation est différente. C'est l'exemple que j'ai mis ici. Mon manager montre sa confiance envers moi. Là, je sais encore, je ne sais pas s'il me fait confiance. Peut-être il me ment, mais au moins il montre quelque chose. Et ce qu'il montre, ça, je peux évaluer. Je peux dire, oui, c'est vrai, il m'a montré sa confiance. Après, je ne sais pas s'il fait vraiment confiance, mais au moins ce que j'ai vu, et ça j'ai vu avec mes propres yeux, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est toujours cette histoire de… Après, il y a une autre manière. Quelquefois, il y a des questions qui sont inévitables et où c'est très difficile à… En fait, où c'est très difficile à faire de façon que c'est un fait. Il y a toujours une manière d'échapper un peu à cette erreur-là, mais je déconseille si c'est possible. On peut toujours dire « je pense que ». Je pense que mon manager me fait confiance. Mais ça reste, justement, c'est très dangereux quand même. Ça veut dire c'est un peu plus correct
parce que je ne sais pas s'il me fait confiance, mais je pense qu'il me fait confiance, mais ça va vous donner des datas derrière qui ne sont pas vraiment exploitables. Donc, essayez de formuler des questions de façon pour que vous évaluez juste ce qu'on voit ou ce qu'on sait. C'est les 2 règles. Voilà. Alors la prochaine, chose, il faut préférer des affirmations et pas des questions. En fait, le réflexe pareil, c'est poser des questions, mais c'est pas très naturel pour les personnes qui participent. Une affirmation, c'est ce que j'ai écrit: «Je trouve le sens dans mon travail». C'est une affirmation et derrière, je note: «Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, tout à fait d'accord, peu d'accord», et cetera. Donc derrière, j'ai une échelle de réponses que je vais expliquer tout à l'heure. Mais une affirmation, c'est toujours plus facile parce que la personne va juste adhérer à une affirmation. C'est plus logique. Les personnes peuvent mieux s'identifier à des affirmations qu'à des questions, parce que les questions, c'est un peu intrusif. Est-ce que vous trouvez du sens dans votre travail? C'est très intrusif et comment on dit? Int Intrusif, voilà, et le salarié préfère l'affirmation. Après, quelquefois, on ne peut pas éviter non plus la question «est-ce que?», mais ça va juste rallonger la question et la rendre moins naturelle. Hem, Après, j'ai rajouté positif. Donc dans l'idéal, il faut toujours trouver la façon positive de formuler. Je peux aussi dire, «Je ne trouve pas du sens dans mon travail. Je ne trouve pas le sens dans mon travail», mais déjà, c'est moins naturel à lire pour le salarié et en plus derrière, pour répondre, c'est encore plus compliqué parce que si je réponds: «Pas du tout d'accord» et la phrase était déjà négative, ça devient très, très compliqué à comprendre. Donc essayez de rester toujours positif. En plus, ça va mieux transporter une image positive de votre entreprise. La personne qui n'est pas d'accord peut toujours dire: «Non, je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas le sens de mon travail». Il y a aucun problème. Mais déjà, vous passez un message positif et plus simple et plus positif. Voilà. Alors ça, c'est mon sujet préféré. Court, court, court. Dans un questionnaire, c'est très important. C'est un peu, il faut lutter contre son réflexe. On veut toujours bien formuler les choses. On a bien appris à l'école, mais dans un questionnaire, l'objectif, c'est ne pas gagner un prix littéraire, le prix Goncourt. C'est être le plus concis possible. Euh, Quitte à la question devient un peu moche. Mais la simplicité, il y a pas mieux que la simplicité. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour ça. La première chose, c'est que si c'est long, c'est très difficile à comprendre pour le salarié. Bien sûr, on peut toujours rajouter des mots et des phrases et des tournures et des virgules. Mais à la fin, qu'est-ce que ça apporte? Ça va apporter rien du tout. Je peux, par exemple, un exemple, je peux poser une question. Je suis en bonne forme physique. C'est court, tout le monde comprend. Pensez aussi que les salariés, vous connaissez la question. Le salarié, il lit la question pour la première fois. Si c'est long, il va la lire 3 fois. Ça va lui parce que c'est très difficile à comprendre ce qui est sur l'écran. Donc, le plus c'est long, le plus c'est compliqué pour le salarié à comprendre, le plus de temps il va passer dessus. Hem, Derrière, vous avez plusieurs populations. Vous avez peut-être des étrangers, vous avez peut-être des personnes qui sont pas, bac+5 et le plus c'est compliqué, le plus vous rajoutez des virgules, le plus c'est compliqué à lire. Donc au lieu de, vous pouvez dire: «Je suis en bonne forme physique», mais souvent je vois des questions qui, par exemple, la même chose, ça serait: «Compte tenu de la situation covid, je pense que je fais assez de sport pour rester en forme». C'est très bien, super, sauf que, ça apporte rien du tout de nouveau. Donc forcez-vous de raccourcir. Dans un premier temps, j'ai dit: «Vous pouvez poser la question comme vous voulez, écrivez-la longue et tout ça» et après on fait un deuxième passe où on dit: «Maintenant, je vais vraiment me forcer de raccourcir, supprimer chaque mot qui n'est pas nécessaire» et ça, vous pouvez faire en étapes, bien sûr. En plus, il faut garder en tête, le plus de temps le salarié passe, le plus ça va coûter à l'entreprise parce que pareil, vous avez 400 salariés, chacun va lire, soit, 1 seconde, soit 10 secondes et ça c'est voilà, ça c'est cumul. Et une dernière chose, c'est très court. En fait, il faut éviter le mot «et». Ça, c'est à bannir. Là, j'ai mis un exemple. Mon travail m'intéresse et me stimule. Souvent, on veut connaître plusieurs sujets, mais en fait, le problème, c'est que c'est juste techniquement, c'est impossible à répondre à une question qui a le mot «et» dedans. Parce que mon travail peut m'intéresser, mais peut-être il ne me stimule pas du tout. Ou mon travail ne m'intéresse pas, par contre, il me stimule.
Donc, souvent, on met 2 mots ensemble. Je ne peux pas répondre à 2 questions à la fin. Donc, il y a une solution très, très simple. Soit on supprime le mot qui est plus faible, parce que souvent, justement, dans l'idée de bien formuler, on rajoute des mots, on rajoute. Donc, en général, on peut dire, OK, c'est quoi le mot qui m'intéresse vraiment? Donc, je supprime tout le reste. Ou si c'est vraiment important, bah, il faut faire 2 questions parce que ça mérite, chaque mot alors mérite une question. Donc, ça serait ici, mon travail m'intéresse. Et une deuxième question, mon travail me stimule. Voilà. Donc, ça, c'est la façon d'éviter le et dans la question. Ok, donc merci Thomas pour ce chapitre. Donc je répète très très vite les 4-5 éléments principaux de ce chapitre. Donc quand on formule une question, il faut essayer d'éviter de deviner. Donc un exemple, mon manager me fait confiance, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas s'il me fait confiance, donc il vaut mieux dire mon manager montre sa confiance envers moi. C'est plus factuel parce que c'est subjectif et je l'ai ressenti en fait. Et donc, je ne suis pas obligé d'aller dans sa tête pour savoir s'il me fait confiance ou pas. Le deuxième sujet, c'est essayer de tourner vos questions positivement. Donc, d'avoir une affirmation positive, comme par exemple, je trouve le sens de mon travail. On reste positif. Si ce n'est pas le cas, le collaborateur va répondre non et vous allez le comprendre quand même. Voilà. Après, plus une question est courte, plus on va aller plus vite au but du sujet. Voilà. Et donc, ça va faciliter en fait le questionnaire pour vos collaborateurs parce qu'ils vont se dire, ça va aller vite, ça ne va pas durer super longtemps pour le faire. Et donc, ils vont le finaliser plus rapidement. Et donc, ça va vous obtenir un score de participation peut-être plus élevé parce qu'ils vont se dire les uns aux autres, ah, c'était relativement court, c'était bien, il est bien fait, concis, allez-y, faites-le, c'est très bien. Voilà. Et donc, enfin, si on peut éviter d'avoir des doubles questions, donc mon travail m'intéresse et me stimule, c'est mieux parce qu'en fait, c'est très difficile à répondre à 2 questions à la fois avec une seule réponse. Voilà. Donc, il faut choisir l'élément le plus fort dans la question et peut-être virer l'autre, ou il faut diviser la question en deux questions séparées en fait pour avoir plus de précision derrière. Voilà. On passe à un des derniers chapitres, donc, qui est beaucoup plus technique. Donc, quel type de questions et de réponses peut-on choisir? Quel est le sens de mon questionnaire? Donc, est-ce que c'est plutôt un questionnaire qui est conçu pour faire un sondage ou est-ce que c'est un questionnaire qui doit m'apporter une valeur, donc une note à la fin pour l'ensemble de l'entreprise sur le sujet QVT, par exemple? Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Thomas va nous expliquer ça très en détail parce que c'est un petit peu technique. Oui, merci Chris. C'est exactement ça. Tu as déjà un peu ouvert le sujet. Alors, il y a deux chapitres dans cette partie ici. C'est une sur quel type de questions existent et le deuxième, c'est après quel type de réponse existe. Alors, pour expliquer ça, il faut peut-être, oui, je vais commencer avec oui, un peu une histoire. En fait, nous, chez Editry, comme Chris l'a dit, on a un logiciel qui permet à faire des sondages satisfaction collaborateur de façon simple et rapide. Et donc, on travaille avec des questionnaires, avec des modèles de questionnaires. Et derrière, dans l'outil, justement, il y a un tableau de bord qui permet au RH de comprendre un peu en un coup d'œil, de comprendre les résultats sans rentrer dans question par question qui a répondu quoi. Et en fait, ce tableau de bord, dans ce tableau de bord, il y a un indicateur QVT. C'est une note, en fait, c'est une note sur 10. Et il y a des indicateurs RPS, il y a d'autres indicateurs. En fait, c'est des indicateurs, c'est des chiffres qui sont calculés par l'algorithme. Et en fait, c'est ça vraiment la clé le type de la question. C'est pour ça qu'il faut que je décide. Parce qu'en gros, ce que je vais dire, vous pouvez poser toutes les questions du monde, mais vous pouvez, avant, il faut se poser la question, est-ce que je vais avoir des indicateurs sur un niveau, un peu comme à l'école? Est-ce que je vais avoir une note ou est-ce que je vais voir juste des réponses qualitatives? Concrètement, ça veut dire quoi? Sur une question une question QVT classique qui dit, comme j'ai dit tout à l'heure, je me sens bien accompagné par mon manager. Je peux derrière faire une note QVT parce que pour une bonne QVT,
il faut que les salariés se sentent bien accompagnés par leur manager. Donc derrière, je peux dire, si quelqu'un dit oui, tout à fait, je me sens bien accompagné par mon manager, ben, c'est bien, ça veut dire que vous avez une bonne QVT. Et donc derrière, on pourrait dire, il y a un score positif. Si quelqu'un dit non, je ne me sens pas accompagné, ça veut dire que c'est mauvais, il y a une mauvaise QVT dans l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la qualité de vie au travail. Donc il y a un mauvais score, donc vraiment un chiffre est derrière. Par contre, si vous posez une question qu'on appelle sondage, quelquefois, il y a des questions où il n'y a pas de mauvais ou bonne réponse. Par exemple, tout bêtement, est-ce que vous préférez la cantine, la couleur de la cantine en vert ou en bleu? Bah, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Ça veut dire, c'est juste, je vais sonder les envies de salariés, mais il n'y a pas de score, il n'y a pas d'indicateur QVT lié. Donc, il faut bien, si je pose une question, faut me bien, en fait, je peux poser les deux questions parce que ça peut être intéressant. Le sondage, c'est souvent, par exemple, là, en ce moment, on fait beaucoup de questionnaires sur l'avenir du télétravail, comment demain, après Covid, comment les salariés veulent travailler. Euh, et là, c'est plus des sondages. Ça veut dire, je veux comprendre les envies, combien de jours par semaine vous voulez télétravailler, 2 ou 3 ou 4. Il n'y a rien de QVT, il n'y a pas de score, il n'y a pas d'indicateur. Par contre, une question, je me sens accompagné par mon manager, c'est clairement une question avec une bonne ou une mauvaise réponse, où je souhaite que tout le monde donne une bonne réponse parce que je souhaite avoir une bonne QVT. Donc, posez-vous la question. Si vous avez la question, posez-vous la question. Est-ce que c'est plutôt une question avec un indicateur, avec une positive, une bonne ou une mauvaise réponse, ou c'est juste un sondage sans note? Donc ça, c'est important. Après, il faut le formuler de façon pour que ça fonctionne. Et maintenant, le deuxième, c'est comme je pose différents types de questions, je peux aussi avoir plusieurs types de réponses. La première, c'est alors ce qu'on voit ici, c'est un peu le type de réponse qu'on propose dans ID3. Si vous faites un questionnaire avec SurveyMonkey ou Google Forms, vous avez une quinzaine de types de réponses. On peut même, il existe autant que des réponses dans le monde, il existe des types de réponses. Mais nous, on a commencé quand on a commencé il y a 2 ans faire des questionnaires pour les salariés, on a remarqué très vite que pas toutes, en fait, il faut, comment dire, c'est pas toutes les réponses qu'il faut permettre parce qu'il y a des types de réponses qui sont plutôt détracteurs. Par exemple, si je donne une réponse de 1 à 10, bah, tout de suite, le salarié va se dire: «Ah, je donne une note», et c'est très dangereux. S'il donne une note, bon, les râleurs, ils vont donner une note, et les autres, ils vont être pas à l'aise de donner une note parce que là, on rentre tout de suite dans: est-ce que je fais un 360 de manager? Est-ce que je fais évoluer mon manager? Donc les salariés, en général, ils veulent pas donner des notes. Donc c'est très dangereux qu'on rajoute des chiffres, genre sur une échelle de 1 à 5, comment vous évaluez l'accompagnement de votre manager. Là, le salarié va donner une note et il refuse, en fait, c'est ça. Donc, nous, on a réduit les différents types de réponses pour que les salariés aient à l'aise à répondre et à très peu de temps à réfléchir, et ils se sentent à l'aise et ils font confiance au questionnaire, ce qui nous permet derrière d'avoir 80% de participants avec les questionnaires ID3, et qu'on a commencé, on a eu 30% de réponses. Donc, on a justement parce qu'il y avait des types de réponses qui n'allaient pas. Donc, c'est important. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Mettez pas tout et surtout évitez des notes. Alors, je vais expliquer les différents types que je conseille moi. Donc, la première, c'est le Likert. C'est l'échelle qui s'appelle l'échelle Likert. En fait, c'est l'échelle que tout le monde connaît, soit sur 4, soit sur 5, qui va de tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord et pas du tout d'accord. Donc ça, c'est l'échelle. Si vous avez une affirmation, je peux très bien répondre avec une réponse Likert. Surtout quand c'est un sujet qui n'est pas noir et blanc. Par exemple, mon manager m'accompagne bien, c'est un sujet qui n'est pas noir et blanc, c'est sujet subjectif, donc je peux par exemple mettre plutôt d'accord. Donc, l'échelle Likert, elle donne la possibilité aux salariés de se positionner sur une échelle. Après, on a le deuxième qui est le oui-non, les vrais-faux. Là, c'est vraiment du noir et blanc. Et là, il faut bien réfléchir. Si vous mettez du oui-non, ce n'est pas possible pour toutes les questions. Par exemple, sur la question mon manager m'accompagne bien, bah, le oui-non, c'est flou parce que peut-être il m'accompagne pas mal, mais pas super. Donc, je ne vais pas mettre du non.
mais je ne suis pas à l'aise de mettre du oui. Par contre, il y a des questions qui sont clairement dans le oui-non, comme ce qui est une question en QVT aussi, comme nous avons une mutuelle. Il n'y a pas de neutre. Soit on a une mutuelle, soit on n'a pas. Donc, il y a du oui-non. Il faut bien réfléchir à la question, quelle réponse serait la plus appropriée? Après, des réponses QCM, c'est toujours bien. Ça veut dire multiple choix. Ça veut dire vous donnez des propositions et la personne peut cocher soit un, soit plusieurs réponses. Ça, c'est souvent utilisé pour les questions supplémentaires, pour creuser, pour trouver, ce qu'on Chris l'a dit tout à l'heure, pour trouver si un sujet ne va pas, pour rentrer dans le détail et comprendre pourquoi ça ne va pas. Donc, moi, en tant que créateur du questionnaire, je vais imaginer 4, 5, 6 raisons pourquoi ça ne va pas. Et je donne aux salariés la possibilité de choisir un ou deux ou trois raisons. Donc là, c'est très bien parce que ça me donne beaucoup de détails, mais il faut que moi, je réfléchisse en avance sur les différents types de réponses que je vais proposer. Et le quatrième, c'est les questions ouvertes que je déconseille fortement parce qu'il y a plusieurs raisons. Alors, répondre à des questions ouvertes, ça veut dire que le salarié, il tape une réponse, une phrase. Première chose, c'est très difficile quand on fait un questionnaire d'écrire des réponses. Vous avez ça, je suis sûr, vous avez ça vu souvent dans les questionnaires feedback, quand vous avez acheté quelque chose chez Castorama ou chez Leroy Merlin, et on dit oui, votre expérience client, est-ce que c'était bien? Et après, il y a oui, dites-nous plus sur. Bah, on ne répond jamais à cette question parce qu'on n'a pas le temps de taper, imaginer une question, une réponse. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le salarié s'il y a juste à cocher des choses. Deuxième raison pourquoi il faut, si c'est possible, éviter les questions ouvertes. Il y a toujours la question, est-ce que si j'écris une phrase, est-ce qu'on va me reconnaître derrière? Parce qu'un questionnaire, ça doit être toujours anonyme. C'est très, très important. Sinon, les gens ne vont pas répondre. Si je suis étranger, comme moi, par exemple en France, je vais avoir du mal parce que je vais me dire, si j'écris une réponse et il y a des erreurs d'orthographe dedans, ben, ils vont me dire, ah, c'est Thomas. On a vu, c'est l'erreur d'orthographe, donc c'est lui. Donc ça, c'est toujours quelque chose où la manière comment les gens formulent, on se dit, bah, ils vont me trouver. Et la troisième chose, qui est la raison la plus importante, une question ouverte, derrière, il faut l'analyser. Il n'y a aucune manière d'analyser une questionnaire ouverte, sauf il faut lire. Si vous avez 400 salariés, on a remarqué, la fonction commentaire, mais sur 400 salariés, en général, on a 100 commentaires. Ça veut dire 25% des salariés font un commentaire à la fin du questionnaire. Ça fait 100 commentaires à lire. Alors là, soit vous allez lire et après, il faut l'exploiter, il faut le grouper, il faut trier. Soit vous n'allez pas lire et après, c'est du non-respect par rapport à la personne qui a répondu. Et donc, mieux ne pas poser une question ouverte, mais plutôt essayer de transformer la question ouverte en QCM. Quelquefois, il y a vraiment du sujet où c'est inévitable de poser une question ouverte, mais vraiment réfléchissez, est-ce que ça vaut le coup? En fait, de temps en temps, on peut dire, sinon, donnez-nous plus des conseils. Après, dans Editree, par exemple, on a trouvé la solution un peu à mi-chemin. On a la possibilité de laisser les questions ouvertes, mais comme je déconseille à mes clients, à la fin, on a une seule question qui dit, selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'entreprise tout de suite? Et donc, c'est formulé de façon positive. Et là, c'est un seul commentaire qu'on demande. Et là, on a souvent justement de très bonnes idées, de très bons commentaires si on souhaite. Mais on n'est pas obligé de répondre. Mais derrière, il reste l'analyse à faire pour vous. Il faut analyser toutes les réponses et aucun algorithme, même aucun algorithme aujourd'hui sait analyser des réponses écrites par vos salariés. Donc, vous allez juste saper ces réponses et c'est dommage parce que derrière, vous n'allez pas exploiter ces réponses. Voilà. Oui, c'est tout pour moi. Je vais arrêter le partage. Voilà. Merci Thomas. Donc, je fais le résumé comme je l'ai fait jusque-là. Donc, il y a deux types de questions qu'on peut choisir pour rédiger un questionnaire. Donc, une question où on peut attribuer donc, une note, voilà, pour quantifier un résultat à la fin. Donc, c'est l'échelle Likert, par exemple. Et une question sondage, c'est une question qui permet notamment de justement faire un sondage sans forcément avoir une note. Faire un sondage, par exemple, est-ce que dans les dernières années, vous avez bénéficié d'une augmentation, par exemple,
c'est possible de répondre ça avec oui, non, par exemple. Pardon, je crois que j'ai perdu mon fil. Non, donc il y a des questions sur les sondages, notamment pour le télétravail. On peut poser la question, est-ce que vous préférez avoir 2 jours de télétravail par semaine ou 3 jours de télétravail par semaine ou pas du tout de télétravail par semaine? Donc, il n'y a pas de note qu'on peut associer à ça, c'est subjectif. Chaque salarié va faire son choix. Par contre, une note n'a pas de sens. Ça va vous permettre de comprendre, par exemple, pour écrire la nouvelle charte de télétravail, comprendre en fait, avoir un avis sur l'ensemble de vos collaborateurs sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'attribuer une note. Voilà. Après, il y a plusieurs types de réponses possibles. Donc, les Likert, donc c'est une échelle de 1 sur 4 ou 1 sur 5. Donc, voilà, on peut avoir des nuancements dans la réponse. La deuxième échelle, c'est le oui-non, donc où je me suis trompé tout à l'heure. Oui, non, c'est notamment est-ce que j'ai bénéficié d'une augmentation ces dernières années? Oui ou non? Il n'y a pas de mi-chemin. Donc, il n'y a pas une semi-augmentation, il y a une augmentation, il n'y a pas une augmentation. J'ai une mutuelle ou j'ai pas une mutuelle. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et les questions QCM qui permettent de creuser et en fait avoir une valeur qualitative, donc à une question principale. Cette valeur qualitative peut me permettre, par exemple, de comprendre un petit peu mieux pourquoi la communication qui apparaît négative dans mon tableau de bord, pourquoi elle ne fonctionne pas bien. Et en fait, ces questions complémentaires vont permettre de creuser et comprendre un petit peu plus sur la façon dont la communication s'organise dans telle équipe et donc vont me permettre de comprendre la situation afin que j'agis exactement au bon endroit avec la bonne solution. Et à la fin, on a les questions ouvertes. Donc, les questions ouvertes sont, par exemple, quand on est arrivé à la fin d'un questionnaire qui est déjà proposé par vous, si un sujet n'était pas abordé, ça peut permettre aux collaborateurs d'intervenir dessus et dire, voilà, ce sujet n'était pas abordé par le questionnaire. Néanmoins, j'aimerais bien m'exprimer là-dessus. Attention aux questions ouvertes. Si on a beaucoup trop, vous allez avoir du mal à les trier parce que sur 400 collaborateurs, si chacun a 3 ou 4 questions ouvertes, ça va faire un énorme montant de questions ouvertes, donc 1200 par exemple. Donc, à éviter, c'est beaucoup plus simple de cadrer, de faire si besoin un QCM et en fait, d'avoir un tableau de bord qui résume et qui restitue tous ces résultats pour vous. Voilà, c'est là où je voulais vous parler très rapidement des outils d'enquête spécialisés en QVT et des outils classiques, notamment SurveyMonkey, Google Forms, etc. Ce sont des outils classiques. On peut rédiger un grand nombre de questions par contre, on doit faire le tri soi-même, donc on doit tout analyser, alors qu'un tableau de bord d'un outil spécialisé en QVT va vous permettre d'avoir cette analyse déjà prête à l'emploi parce que le tableau de bord, il va comprendre le sens de vos questions qui sont liées au tableau de bord et le tableau de bord va tout de suite analyser en fait toutes vos questions-réponses que vous avez posées et les illustrer de façon très ludique sur un tableau de bord. Un autre avantage sur ce type d'outil, c'est qu'il peut vous proposer ID3, par exemple, vous propose 18 questionnaires sur étagère, en fait. Sur plusieurs cas, par exemple, des nombreux questionnaires sur la façon dont le télétravail s'organise, des nombreux questionnaires sur la QVT en soi, sur les risques psychosociaux, sur l'harcèlement au travail. Ils sont tous notamment conformes et donc ça vous évite de passer beaucoup de temps à rédiger un questionnaire vous-même. Donc, vous pouvez en bénéficier avec des outils spécialisés sur étagère, j'ai envie de dire. Voilà, ils sont tous en plus personnalisables. L'avantage, c'est que c'est très facile à déployer. Les processus de déploiement sont automatisés. Donc, vous choisissez votre questionnaire, vous ajustez 2-3 petits sujets, vous faites play, vous l'envoyez à l'ensemble de vos collaborateurs et vous allez avoir un tri qui est équipe par équipe ou par population avec des résultats, ce que je disais tout à l'heure, donc quantitatifs, qualitatifs, triés par catégorie, qui vont vous permettre très facilement d'aller droit au but et comprendre tout ça avec facilité. Voilà, donc ce type de questionnaire, en effet, peut vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de prise de tête, j'ai envie de dire. Et notre dernier webinaire a eu lieu sur ce sujet-là, donc je peux vous mettre en partage un résumé donc des avantages des outils d'enquête spécialisés en QVT. Je vais vous le mettre dans les commentaires.
Voilà, et je voulais justement vous inviter également donc, à ne pas hésiter à tester notre outil. C'est gratuit jusqu'à 10 personnes, donc vous bénéficiez de deux questionnaires complets que vous pouvez tester notamment gratuitement avec ID3. Donc, c'est le QVT classique et le télétravail. En fait, tout est conforme à NACT, donc conforme aux préconisations de l'Agence nationale d'amélioration des conditions du travail. Et donc, si vous vous loguez, vous pouvez tester ces questionnaires gratuitement et voir comment le tableau de bord vous affiche ces résultats de façon très ludique et simple à comprendre, très pragmatique. Voilà, donc n'hésitez pas, je vais vous partager donc les deux liens de suite. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, merci, c'est super, très bien. Maintenant, je voulais juste dire s'il y a des personnes, qui ont peut-être des questions, vous pouvez le laisser, donc vous pouvez me poser des questions spécifiquement. Sinon, comme Chris l'a dit, vous trouvez des modèles de questionnaires déjà dans l'appli, dans l'essai gratuit. Vous pouvez aller dans l'appli et dans l'essai gratuit, vous pouvez télécharger des questionnaires, les 2 questionnaires, en format Word ou carrément tester, dans l'appli. Les questionnaires. Et sinon, on propose aussi, si vous voulez être accompagné pour la création d'un questionnaire, on propose aussi ça comme service parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a créé le logiciel, ça c'est une chose, on est une startup, mais à l'autre côté, on a remarqué que c'est très bien, mais le sujet est assez, comment dire, le sujet qualité de vie au travail et enquête, c'est quand même assez, je ne vais pas dire touchy, mais c'est quand même un sujet très important. Et donc, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il faut aussi accompagner les entreprises dans leur démarche QVT. Donc, on a créé un deuxième pôle. Donc, ça veut dire un pôle qui est l'éditeur de logiciels et avec ce logiciel qui permet à sonder et analyser avec un tableau de bord les résultats. Et un deuxième pôle pour accompagner et pour valider la démarche pour les DRH et pour les CSE. Juste, souvent, c'est juste pour rassurer, le questionnaire que vous avez fait, il est bien, il n'y a pas de faille, tout est bien, tout est conforme, juridiquement aussi. Ou ça va quelquefois plus loin, quelquefois on est même invité à rédiger un questionnaire vraiment from scratch, un grand questionnaire. Là, on travaille actuellement avec un groupe audiovisuel pour faire vraiment un questionnaire pour le travail dans les prochaines 10 années. Et c'est un très, très grand questionnaire qu'on travaille. Il y a beaucoup de séances de travail. Donc, ils ont fait appel au logiciel, mais aussi à nos services d'accompagnement et des rédactions de questionnaires. Et en même temps, voilà, on peut aussi, propose aussi de l'accompagnement derrière, ça veut dire, on analyse avec le DRH les résultats. Nous, c'est un outil, mais ça veut dire on aide à interpréter le résultat. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans votre entreprise, ça c'est sûr, mais on peut au moins expliquer un peu les graphes, les camemberts, les indicateurs RPS, QVT, tout ce que vous allez avoir. L'équipe chez nous vous accompagne dedans, donc je vous invite à regarder sur le site idtree.com et où vous trouvez justement des modèles de questionnaires à télécharger gratuitement. Sachant Voilà. qu'on vous propose également des méthodologies avec lesquelles vous pouvez mettre en place des actions QVT avec vos propres moyens de bord. Voilà, ce qui est très important. Ce sont des méthodologies qui se basent donc sur des principes d'accompagnement, par exemple, de classique, de coach ou de l'ANACT. Voilà, et qui se base également sur toute notre expertise client qu'on a fait jusque-là. Donc, chaque client va réagir différemment. Chaque client aura sa propre méthodologie qu'il va mettre en place. En fait, on les connaît, on les a accompagnés et on peut donc vous faire part de ces possibilités qui sont variées pour la mise en place des plans d'action. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. OK, donc je crois qu'en soi, on est arrivé sur la fin du webinaire. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Thomas, comme Non, c'est sujet. bon, C'est bon. c'est En tout bon. cas, on vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. On est là pour vous, pour déjà justement vous conseiller. Ça ne coûte rien. Prenez le téléphone, appelez-nous. Le numéro est indiqué sur notre site. On est toujours là pour rendre un service. Donc, c'est notre plus grande devise. C'est quelqu'un qui est content de nos services. Voilà. Et donc, ça commence notamment par le conseil qui est tout offert au tout début. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et donc, voilà, on peut même vous mettre à disposition quelques questionnaires à tester gratuitement si vous le souhaitez, dans le cadre de 10 collaborateurs. Après, si ça sort de ce cadre, effectivement, ça devient payant. Mais pour vous rassurer, vous pouvez tester l'outil dans son intégralité jusqu'à 10 collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Chris.